Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Ain Vav dans Masechet Baba Batra et terminer ainsi cette très longue Masechet que nous étudions depuis plusieurs mois. Nous allons reprendre donc à la cinquième ligne du Daf Kuf Ain Vav Amud Bet. La Gemara reprend une partie de la Mishnah. Otsir alav ktav yado, lorsque ici quelqu'un sort un document avec l'écriture manuscrite de la personne qui est censée avoir emprunté de l'argent. Otsir alav ktav yado Shou Chayavlo, qui montre ce document qui lui donne l'argent, Gove Minechassim Benechorin, on dit que malgré tout, il ne peut avec ce document que se faire rembourser à partir des biens qui sont disponibles chez l'emprunteur et non pas des biens qui ont été disponibles au moment du prêt et qui entre-temps ont pu être vendus. On rappelle que on avait fait une distinction dans la Mishnah entre un emprunt qui est fait à l'oral devant des témoins et un emprunt qui est fait à l'écrit. Si l'emprunt est fait à l'écrit, selon tout le monde, au moment où on écrit le document et qu'on fait le prêt, tous les biens immobiliers de l'emprunteur sont engagés, de telle sorte à ce que même s'ils sont vendus, voire hérités, ils seront à ce moment-là récupérables par le prêteur si la personne n'a pas d'argent pour rembourser. Par contre, si l'emprunt s'est fait à l'oral, on n'a pas cette possibilité-là. On ne pourra se faire rembourser que si la personne a encore de l'argent disponible. Et ce qu'on avait pris dans la Mishnah, c'est que lorsqu'il y a un document qui sort, pas un document officiel avec des signatures de témoins, mais simplement un document manuscrit de la main de celui qui est censé avoir emprunté, qui atteste qu'il a emprunté, ça ne suffit pas pour avoir un statut de document officiel, et donc ce sera comme un prêt à l'oral qui ne permettra d'être remboursé qu'à partir des biens qui sont disponibles chez l'emprunteur. Nouvelle Sheila, question de la Gemara qui est liée à cette partie de la Mishnah, Be'amina Rabba bar Nathan, mais Rabbi Yochanan. C'est Rabba, le fils de Nathan, qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Urzak ktav yado beveddin mai. Dans le cas où on a un document manuscrit, mais que ce document manuscrit a été attesté, validé, confirmé par un beddin. Donc on a vu qu'encore une fois, on avait un document officiel qui a la possibilité de faire récupérer tous les terrains. On a un document non officiel qui n'a pas cette possibilité, et là on a un document qui à la base n'est pas officiel, mais qui a été validé, confirmé par un beddin, par un tribunal. La question ici légitime de Rabba bar Nathan, c'est est-ce que ce document-là devient comme un document officiel et permet de récupérer les biens, ce qu'on appelle les chassim mishorbadim, ou pas. Alors, à Marley, réponse de Rabbi Yochanan, afalpi urzak taviado beveddin, einogove elamin chassim benechorin, lui dit qu'un document manuscrit, même s'il a été confirmé par un beddin, ne peut pas permettre de récupérer des biens autres que les biens disponibles. Ce qui veut dire que ici, ça ne change quasiment rien le fait que le beddin ait pu confirmer ce document. La Gemara va objecter à cela grâce à une braïta. La braïta vient de Masechet Gitin, plutôt le Mishnah dans Masechet Gitin. Alors au début, on va parler d'Alacha de Get, qui ne sera pas tellement notre sujet, mais à la fin, on parlera d'un prêt, et c'est la fin justement de cette Mishnah qui nous permettra de s'opposer à Rabbi Yochanan. Mativ, Rami Bachama, c'est Rami Bachama qui objecte avec une Mishnah. Shlosha Gitin Psulim. Il y a trois types de get, de documents de divorce, qui ne sont pas faits comme il faut, mais qui malgré tout, si la personne a divorcé sa femme avec ce document, on dira que la femme elle est plus ou moins divorcée de telle sorte, parce que si elle se remarie, on ne dira pas que ce sont des enfants d'adultère et donc des mamzerim. Bémisset Avlat Kacher. En général, on part du principe que lorsque les sages ont institué une forme dans un document et que la personne ne la respecte pas, à ce moment-là, normalement, ça ne marche pas. Et les enfants ne sont pas cachers. Mais là, ici, c'est une exception, trois exceptions. Ve'eloen et les voici. Kata birta viado ve'enalav aidim. Celui qui écrit un get manuscrit, donc qui atteste que c'est bien lui qui a écrit, mais qu'il n'y a pas de témoin. Yeshalav aidim ve'en bozman. Celui qui écrit, qui met des témoins, mais qui n'écrit pas la date, alors que les Chachamim ont demandé une date. Yesh bozman ve'en boelad echad. Si il y a la date qui est écrite, mais qu'il n'y a pas deux témoins, mais un seul témoin, Areelu Shosha Gitim Sulim, ce sont trois guettes qui ne sont pas bons, les khatri là qu'on n'aurait pas dû faire, mais Imiset Avlat Kacher, mais malgré tout, si avec ce guette là, elle se remarie une seconde fois, les enfants du second mariage seront cachés. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar vient nous dire, Afalpi, She'en Alav Aidim, et là Sheintano, la Bifna Aidim Kacher. Rabbi Lazar, qui lui pense que c'est pas les témoins qui signent qui sont les plus importants, mais les témoins
qui assiste à la transmission d'un document, et ici en l'occurrence du get, lui nous dit que s'il n'y a pas de témoin sur le document, mais que la transmission entre l'homme et la femme s'est faite devant deux témoins, à ce moment-là, lui, non seulement les enfants sont cachés, mais même le get lui-même est caché. Et à la fin, que nous dit Rabbi Lazar, et c'est ça qui nous intéresse pour objecter à Rabbi Yochanan, Vegove minechassim meshorbanim. Et avec ce genre de document, on peut même récupérer des biens qui ont été vendus entre-temps. Et donc ici, ça fait référence non pas à un get, mais à un prêt, donc une personne qui prête de l'argent. Et le document finalement ne comporte pas de signature de témoin, simplement la remise du document s'est faite devant deux témoins. Nous dirait ici Rabbi Lazar, le fait que deux témoins assistent à la remise du document, à partir de là, on part du principe que le document a pris une force finalement de document officiel et engage tous les biens, même si à l'avenir ces biens sont vendus, le prêteur pourra les récupérer. Et donc, le raisonnement ici est de dire que si déjà la simple présence de témoins lors de la remise donne cette force, a fortiori lorsqu'un document est écrit de la main de l'emprunteur et que ce document est validé par un bedin, le bedin a plus de force encore que de témoins. La Gemara répond et dit qu'on ne peut pas utiliser cette Mishnah pour objecter Shane Atam, c'est différent là-bas, des Mishnat Ktiva ou des Sharben Nafshe. Là-bas c'est spécial. Depuis le moment où on a écrit le document, on a précisé que l'on veut faire un prêt qui engage les biens de la personne, tous, même si à l'avenir ces biens sont vendus. Donc en fait, on a écrit dans le document qu'on voudrait que ça fonctionne comme ça, et simplement on a remplacé les signatures écrites par finalement une présence de deux témoins qui font office de signature. Mais dans le document déjà, il y avait cette idée-là. Alors que dans la question qu'on avait posée à Rabbi Hanan, c'était simplement un document qui était écrit sans aucune précision, qui au moment où il est écrit n'a pas de valeur officielle, et à qui on donne une valeur officielle après coup, en allant justement confirmer l'écriture manuscrite au Bedin. Et donc, cela est différent, puisque dès le départ, on n'a pas écrit le document dans cette intention, ce qui était différent dans le cas là-bas de la Mishnah de Masechet Gittin. Nouvelle Sheila qui est liée à la Mishnah, Arev ayotze lachar chitum shtarot. On avait vu dans la Mishnah qu'un Arev, un garant, peut s'engager effectivement lors d'un prêt, et donc on pourra éventuellement se faire rembourser chez le garant sous certaines conditions. Par contre, on avait vu dans la Mishnah que si le garant a apposé sa signature après l'écriture du document et celle des témoins, c'est-à-dire qu'en fait tout le prêt a été fait sans lui et lui n'a fait que rajouter après coup s'est engagé et a garanti le prêt, mais après qu'il était contracté, on dira qu'il ne s'engage pas. C'était justement la marloquette. Selon Tanakama, il s'engage, mais pas à hauteur de tous ses biens, seulement des biens disponibles. Et selon Ben Nanas, il ne s'engageait pas du tout. En tout cas, Amar Rav nous dit Kodem chetum shtarot, si il écrit avant la signature. Govem inechassim shorbanim, selon Tanakama, pourra récupérer non seulement les biens disponibles, mais même ceux qui ont été vendus. La chetum shtarot, si il signe après les signatures. Gove minechassim benechorin, pour récupérer que les biens disponibles. Et Zimnin, parfois Rav disait différemment. Amarav, afilu kodem chetum shtarot, et non gove la minechassim benechorin. Et que parfois il disait que même avant la signature, on ne peut récupérer que les biens disponibles. La Gemara dit donc Kashia des Ravadera. Donc la Gemara ici rapporte une contradiction dans les paroles de Rav. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit que si le garant s'est engagé après coup, on ne peut pas récupérer les biens qui ont été vendus depuis. On peut récupérer que les biens qu'il possède. Là-dessus, Rav, parfois, il distinguait le cas où le garant a apposé son nom et sa signature après celle des témoins et avant celle des témoins. Après celle des témoins, effectivement, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, il n'est pas engagé sur les biens vendus, alors que s'il est écrit avant, il est engagé. Et parfois, Rav disait que ça ne changeait rien. Alors, comment est-ce possible que Rav se contredise? La Gemara propose et dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha de katabe ploni arev, ha de katabe ou ploni arev. La Gemara fait ici une distinction. Ça dépend si quand on écrit avant donc les signatures, quand on a annoncé le nom justement du garant, est-ce qu'on l'a annoncé avec la conjonction de coordination et ou pas? S'il y a une conjonction de coordination et ou ploni arev et un tel et arev, ça veut dire que la partie qui introduit le garant est une partie qui est liée au reste du document.
un tel prête de l'argent à un tel sous telle condition et un tel est garant, ça veut dire que ça fait partie finalement des conditions qui permettent que le prêt soit fait. Si par contre on a l'impression que le reste du document peut se suffire à lui-même et à la toute fin, ou en tout cas juste avant les signatures, on dit un tel est garant, on n'a pas l'impression que ce garant-là est réellement celui qui a permis que le prêt se fasse, et donc c'est la raison pour laquelle on fera une distinction. Si effectivement il est marqué ou ploni et que c'est lié, on fera une distinction entre avant et après la signature. Si par contre c'est marqué que ploni, que ce soit marqué avant ou après la signature, c'est quelque chose qui ne fait que se rajouter sur un document, qui ne lui donne pas de force et donc qui ne permet pas de récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps par le garant en question. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan semble en tout cas, quand on lit ces mots une première fois, semble ne pas être d'accord. Et dit Echadze vechadze, ce cas-là ou ce cas-là, on a l'impression que c'est finalement ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire ploni ou ploni, qu'il y a la conjonction et ou pas, et on ne pourra récupérer chez le garant que les biens disponibles, mais afalga des katavé ou ploni aref, et la Gemara donc elle a d'expliquer que c'est a priori, même s'il a dit ou ploni avec un vav. La Gemara objecte avec une braïta, mativ rava. Comment est-ce possible que Rabbi Yochanan dise cela alors que on a une explication de Rabbi Yochanan sur une braïta qui a l'air clairement de distinguer les situations où on met un vav de et les situations où on ne met pas de vav, justement pour savoir si la chose que l'on rajoute est liée à ce qui est au-dessus ou pas. Pourquoi? Elle dit Machatumim al She'elat Shalom. On a ici des témoins qui signent sur ce qu'on appelle She'elat Shalom. C'est-à-dire qu'on a un document et au lieu d'écrire qu'un tel et un tel sont les témoins qui ont permis, qui ont assisté, qui permettent que l'acte et le document aient force de loi, on écrit ici les témoins comme une sorte de She'elat Shalom. Quand on passe le bonjour à, on les mentionne simplement sans réellement les annoncer comme étant les témoins. Alors, Pasoul, si c'est un get par exemple, le get est Pasoul. Pourquoi est-ce qu'on estime que les signatures ici ne sont pas venues en tant que signature officielle pour valider un document? On a l'impression, on craint en fait qu'il n'est signé que pour, parce qu'on les a invités à mettre leur nom, c'est tout. Rabbi Abaou dit, les Didim Farchalé Miné Rabbi Hanan, que Rabbi Hanan lui avait expliqué que chez Ilou Pasoul, ou chez Ilou Kacher, ça dépend si cette introduction que l'on met des témoins à la fin est annoncée par un vav, la conjonction et, ou pas. Si il y a simplement marqué chez Ilou, on a demandé un tel et ils ont signé un tel, à ce moment-là, ça ne vaut rien. Si on a dit et on a demandé un tel de mettre leur nom et ils ont signé, le et fait que même si c'est marqué ici chez Ilou Shalom, on estime que cette partie du document est liée à la partie supérieure qui est la partie du get, et donc à ce moment-là, le get est caché. Donc on voit bien que Rabbi Yochanan lui-même est celui qui est capable parfois d'inventer cette distinction entre un cas où des signatures qui paraissent être un peu extérieures au document sont introduites par un vav ou pas. Donc comment dire que Rabbi Yochanan est lui-même qui a dit ce genre de distinction qui les a faites, et d'un côté, celui-ci qui dans le cas précédent a l'air de refuser cette distinction. La Gemara corrige Yachanami, Bekatav, Ploni, Arève, on est obligé de dire finalement que Rabbi Yochanan, lorsqu'il dit que ça ne marche pas, c'est un cas où simplement il y a marqué Ploni sans le vav. La Gemara dit si c'est ça, il ne fait que répéter ce qu'a dit Rav. La Gemara dit Eima Vechen Amar Rabbi Yochanan, tu as raison. Peut-être que finalement Rabbi Yochanan, il ne faut pas l'annoncer comme étant un avis qui vient se distinguer, mais comme étant un avis qui vient confirmer en disant Vechen Amar Rabbi Yochanan. Que, alors du coup, il faudra comprendre comment on comprend ces mots. Echadze vechadze. Il se peut que finalement la personne qui a rapporté les paroles de Rabbi Yochanan ait mal compris. C'est pour ça qu'il a dit que même s'il a dit ou ploni, mais dans l'absolu, il faut corriger. Et finalement, Rabbi Yochanan dirait la même chose que Rav pour éviter d'avoir une autre contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lui-même. On reprend la Mishnah Masé Uba Lifnei Rabbi Ishmael. Rappelez-vous qu'on avait une marloquette entre Rabbi Ishmael et Ben Nanas, Rabbi Ishmael, qui avait l'air de dire que lorsque quelqu'un s'est posé garant, s'est porté garant, après coup, on ne pourra se faire rembourser chez lui que des biens disponibles. Ben Nanas lui dit ni les biens disponibles, ni les biens qui ont été vendus. Et Ben Nanas avait apporté une preuve avec une histoire d'un chonek. Et rappelez-vous que Rabbi Ishmael avait fini par faire des compliments, par dire que pour être racham, il fallait étudier
Dini Mamono, donc les Gemara de Baba Kama, Batra, Mitzia, qui parlent de tout ce qui est des problèmes financiers. Et le mieux pour les apprendre, c'est d'aller chez Ben Nanas. On dit la Gemara, Amaraba, Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, toujours au nom de Rabbi Yochanan, Afalpi, chez qui laisse Rabbi Ishmael et Ben Nanas. Même si Rabbi Ishmael a complimenté Ben Nanas, Alakha Kemoto, Alakha comme Rabbi Ishmael. De là, on apprend un clan que lorsque on a une marloquette et que l'un des deux finit par conclure par des éloges de la personne qui s'oppose à lui, ça ne veut pas dire qu'il se soumet forcément à son avis dans ce cas-là. Il lui fait des compléments, ça ne veut pas dire qu'il reste pas sur ses positions. Iba et Léo, maintenant on pose une question. Puisque la marloquette entre Ben Nanas et Rabbi Ishmael avait l'air d'être liée à une autre histoire, l'histoire du Hanouk. Rappelez-vous que Rabbi Nanas avait dit, comment je sais moi que quelqu'un qui s'engage après coup n'est pas justement engagé dans ses biens, ni les biens disponibles, ni les biens qui ont été vendus, de l'histoire du Hanouk. Imaginons qu'on voit quelqu'un qui a prêté de l'argent, en train d'aller voir la personne qui l'a emprunté et il veut l'étrangler, il veut récupérer absolument son argent. Vient une troisième personne qui jusque-là n'était pas garant de ce prêt et vient et dit écoute, laisse-le tranquille, s'il faut, je te rembourserai. Donc il vient être garant, mais après coup et sous la pression finalement de la situation terrible qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et Ben Anas dit, tu vois, dans ce cas-là, le garant n'est pas engagé, ce sera pareil pour n'importe quel garant qui vient après coup. Alors la question de la Gemara, maintenant que la lacha est comme Rabbi Ishmael, que pense Rabbi Ishmael dans le cas de Hanouk? Ben Hanouk, Maliam Rabbi Ishmael, que pense Rabbi Ishmael? La Gemara répond, Tashma, répond en disant, des Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, reprend, trouve la réponse dans ce qu'a dit ici Rabbi Yaakov, non Rabbi Yochanan, Chalouk et Rabbi Ishmael, Af Bechanouk, que Rabbi Ishmael était en désaccord même sur l'histoire du Hanouk. Et la Gemara dit, Al Hakemoto ou Al Hakemoto. Alors ok, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Ben Nanas. Est-ce que la lacha est également comme lui dans ce cas-là? Il m'a dit, Tashma, viens apprendre. Ravin, lorsqu'il est venu à Israël, Amar, Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan, Chalouk et Rabbi Ishmael, Abechanouk, Kemoto, Bechanouk, que Rabbi Ishmael était en désaccord contre Ben Nanas dans l'histoire du Hanouk, et la lacha est comme lui dans ce cas-là de Hanouk, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on voit que Ben Nanas s'oppose grâce à la force de cet argument de Hanouk, et donc il est probable que Rabbi Ishmael qui n'est pas d'accord même également sur cette histoire du Hanouk, et donc c'est la raison pour laquelle finalement, quand on tient comme Rabbi Ishmael dans un cas, on le tient également dans le second. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel nous dit que le cas de Hanouk, justement, Hanouk vekanu miyado mishta'abed. On nous dit ici que lorsque le Hanouk, celui donc, qui assiste à une situation où la personne est en train de subir la pression de son prêteur et que la personne lui a dit voilà, je me porte garant après coup, tu pourras venir te rembourser, et il fait un kinyan, c'est-à-dire qu'on fait un acte qui montre qu'il y a vraiment une prise de responsabilité et une prise d'engagement de la part du garant. Mishta'abed, il y a ici un engagement et on peut effectivement dire que du coup la personne s'engage totalement. Alors Agmara nous dit si on dit ça dans le cas où c'est Hanouk, il faut qu'il y ait un engagement, ça s'entend que dans les autres cas il n'y a pas besoin d'engagement miklal, d'areb al maloba kinyan. Si on me dit que celui qui s'engage après coup dans une situation délicate comme ça, pour s'engager pour tout, il faut absolument qu'il y ait un kinyan. Moi, qu'un rêve en général n'a pas besoin de kinyan, ou pliga de Rav Nachman. Et ça, c'est une opposition à Rav Nachman. Pourquoi? Rav Nachman nous dit un rêve de Beddin ou de Loba kinyan. Le seul qui n'a pas besoin d'un kinyan comme un rêve, c'est un rêve qui est un rêve pour le Beddin et au Beddin. Habe Alma, de là on voit que par ailleurs, Rav Nachman pense qu'il faut oui un kinyan. Et l'Agmara conclut avec la halakha là-dessus. Ve'elcheta, la halakha est que Areb Beshal Matan Ma'ot Loba kinyan, si la personne se porte garante au moment du prêt, avant même que le prêt soit fait, il est là, il est présent, et il dit je suis garant. À ce moment-là, l'Oba et Kinyan, il n'y a pas besoin de faire un Kinyan, un engagement. Achar Matan Barot, si par contre il vient s'engager après, il faut absolument qu'il y ait un Kinyan. Un rêve de Beddin, s'il a un rêve pour le Beddin, l'Oba et Kinyan, il n'y a pas besoin d'un Kinyan. Pourquoi? On reprend une logique qu'on avait vue il y a 2-3 jours, que l'on peut tolérer parfois que le garant s'engage à partir du moment où il a un profit, non pas un profit financier, mais un profit du fait qu'ici, grâce à lui, le beddin, le prêteur, l'emprunteur peuvent justement se permettre de faire ce prêt-là. Le fait que tout se fasse grâce à la confiance qu'on lui accorde est un profit qui justifie que la personne engage ici ses biens
et on ne peut pas dire qu'il s'engage sans intérêt, qu'à ce moment-là, on a un problème d'asmarta. C'est la raison pour laquelle ici, Gmar Ben Nafshe. Adran Alach Get Pashut, on a eu le trou de terminer le 10e chapitre de Masechet de Bavatra, donc Get Pashut, au Slikala, Masechet de Bavatra, et par la même occasion terminer la Masechet Bavatra. Comme d'habitude, on va rapidement commencer une nouvelle Mishnah, la Mishnah de la Masechet suivante. On ne pourra pas la terminer, ce que vous verrez dans Sanhedrin, que le découpage de la Mishnah dans la Gemara fait que la première Mishnah fait un peu plus d'une page. Mais en tout cas, ici, le début de la Masechet traitera des questions de droit et quels sont les tribunaux qui ont la possibilité de juger tel et tel type d'affaires. On a un Bedin de 3, on a un Bedin de 23, un Bedin de 71. Et donc le Bedin de 3, de manière générale, s'occupe des affaires simples. Le Bedin de 23 s'occupe de tout ce qui est digne, qui peut entraîner la mise à mort de quelqu'un. Et 71, ce sont pour vraiment les grandes questions, on va dire, d'ordre national. Dîner, mamonot, bishlosha. Donc tout ce qui est lié aux affaires financières, c'est 3. Gezelot, vachavalot, tout ce qui est vol et tout ce qui est blessure. Bishlosha, c'est aussi 3. Alors, ici, on va voir qu'il y a une distinction entre les 3 du minimamonot et les 3 de Gezelot. Les 3 dans le minimamonot, c'est même 3 personnes qui ne sont pas des vrais dayanim, c'est-à-dire qui ne sont pas experts en la matière. Il suffit qu'il y en ait un qui soit expert ou même 3 qui connaissent à peu près. Xelot vachavalot, bishlosha. Si par contre c'est Xelot vachavalot, à ce moment-là, il faut vraiment 3 dayanim. Nezek, vachasi s'il y a un dommage qui est causé et qu'on doit payer la totalité ou la moitié dans le cas où on a un taureau qui encorne et que le taureau est habitué à encorner plus de 3 fois ou pas, qu'on doit payer la totalité ou la moitié. Tachoume kefel, lorsqu'on a quelqu'un qui a volé et qui doit payer le double. Tachoume arba vachamisha, quelqu'un qui a volé et qui a vendu la bête ou qui a fait la shrita, là aussi, bishlosha. Aones amfate vamotzi shemra bishlosha, celui qui force une jeune fille ou qui séduit ou qui épouse une femme et après dit des mensonges à son propos, ce sera aussi bishlosha. Divrei Rabbi Meir sur le Rabbi Meir, Chachamim omrim, la dernière halakha motzi shemra, à partir du moment où ça peut entraîner la mort de quelqu'un si la femme a vraiment fauté à un moment où elle était mariée, mais Srim Shlosha, on jugera toujours cette affaire à 23, puisqu'il peut y avoir dans certains cas un problème de Nefashot, au lieu de le juger à 3, et s'il y a un danger, vous mise à mort, passez au Bedin de 23, lui dit depuis le départ, on juge tout dans un Bedin de 23, Mipne Sheesh Bo, Dinin Nefashot, comme on l'a dit, parce que il y a justement une partie de cette halakha qui concerne une éventuelle mise à mort, ce qui fait que toute la halakha de Motzi Shemra, selon Chachamim, est censé être quelque chose qui est dîné nefashot et qui ne se jugera qu'avec un beddin de 23.